Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal, bonjour à tous et bonne année à tous. Oui, excellente année 2025 qui commence avec, vous le savez, une loi de financement de la Sécu qui, qui n'a pas été votée. Du coup, je pense, Philippe, que ça va être la webconférence la plus courte de l'année. Nous n'avons rien à dire. Merci beaucoup à tout le monde. Non, c'est une blague. On a quand même deux, trois choses à dire et c'est ce que l'on va dérouler là pendant cette petite demi-heure. Alors, comme d'habitude, et sans doute pour les habitués qui le savent, la webconférence est enregistrée. Vous la retrouvez dès demain sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'audience, et le support sera sur notre site Internet. Sur la partie droite de votre écran, vous avez une petite zone où vous pouvez poser des questions. Philippe tâchera d'y répondre. Et dans tous les cas, on fera un point à la fin de cette demi-heure et on verra les réponses que l'on pourra peut-être apporter. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des aspects techniques. C'est bon. Ça marche. Alors, je vais partager mon écran et on va démarrer. On est bon? L'écran est en train de s'afficher. Ah, Alors, j'ai peut-être été un peu trop vite, pardon. Si, c'était bon, c'était bon. Ça a pris un peu de temps, mais c'était bon. Là, on voit ton écran, voilà, c'est bon. On peut y aller, Pascal, c'est OK. Parfait. Alors, donc, en l'absence de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2025 à ce jour, nous avons quand même deux, trois informations qui vont nous permettre d'avancer, notamment, évidemment, sur les bulletins de salaire. Alors, quelques mots sur le plafond de la Sécu, un petit tour d'horizon sur les taux de cotisation à ce jour. Toujours sur les taux de cotisation, un petit zoom du côté des cotisations conventionnelles, vous savez, les cotisations qui sont dues selon l'application de telle ou telle convention collective. Philippe nous parlera du changement du régime conventionnel frais de soins de santé dans la branche du spectacle vivant privé. Alors, les entreprises concernées ont reçu les informations de la part d'audience sur ce sujet, évidemment. Et puis, on terminera avec un petit rappel sur les frais professionnels, d'une part, leur fonctionnement, et puis eh bien, les nouvelles valeurs des allocations forfaitaires. Voilà pour le plan. On y va. Le plafond de la sécurité sociale a été fixé. L'arrêté est paru fin 2024. On rappelle que la valeur du plafond de la sécurité sociale n'est pas fixée par la loi de financement de la sécurité sociale. C'est un arrêté qui paraît en fin de chaque année avec les valeurs pour l'année suivante. Le plafond de la sécurité sociale dépend d'un certain nombre de paramètres qui sont indépendants, si vous voulez, de ce que pourrait décider une loi de financement de la Sécu. Vous avez à l'écran donc les valeurs, horaires, journaliers, mensuels et annuels. Okay, il y a une réévaluation comme chaque année la plupart du temps. Un petit point d'attention maintenant, un petit rappel, lorsque l'on fait des payes d'artistes du spectacle, lorsqu'on fait des payes d'artistes du spectacle, quand ce dernier est recruté sur une période inférieure à 5 jours consécutifs, le calcul du plafond pour les cotisations URSSAF s'effectue de manière particulière. Le calcul, dans ce cas de figure, c'est 12 multiplié par le plafond horaire multiplié par le nombre de jours. En clair, c'est 12 multiplié par 29 multiplié par le nombre de jours. Ce calcul, donc, c'est absolument pas nouveau. Ça ne vaut que pour les artistes du spectacle, uniquement quand ils sont embauchés sur une période de moins de 5 jours consécutifs, et donc ça ne vaut que pour les cotisations URSSAF, vous savez, les 2 cotisations qui sont plafonnées, dont la cotisation d'assurance retraite. En ce qui concerne audience, on rappelle donc les règles pour la détermination du plafond de la sécurité sociale pour les cotisations de retraite complémentaire pour les intermittents du spectacle. 2 catégories, les intermittents non cadres et les intermittents cadres. Pour les intermittents non cadres, pour les cotisations de retraite complémentaire, ce sont les plafonds annuels qui sont à utiliser. Donc par employeur,
par salarié, par artiste, tant que le salaire sur l'année n'excède pas le plafond annuel, donc le cumul de tous les salaires, tant que ça n'excède pas le plafond annuel, les cotisations, les taux de cotisation applicables sont les taux liés à la tranche 1. Si d'aventure, sur l'année, vous avez un salaire d'un artiste qui excède le plafond annuel, dans ce cas-là, il n'y a plus de cotisation sur la tranche 1, et on appliquera à ce moment-là sur la fraction du salaire qui dépasserait le plafond annuel, les cotisations propres à la tranche 2. En ce qui concerne les artistes et les techniciens cadres, un régisseur général, un metteur en scène par exemple, eh bien, le plafond qui doit être utilisé, c'est le plafond journalier en fonction du nombre de jours. Voilà, avec des cotisations propres à la tranche 1 et des taux de cotisation propres à la tranche 2. On est sur un mode un peu classique. Ça, ce sont des rappels. Il n'y a aucun changement sur le mécanisme. C'est juste la valeur, évidemment, du plafond qui a changé, j'allais dire, comme chaque année. Alors, on a mis deux petites illustrations. Vous avez à l'écran l'illustration d'une paye pour un artiste, intermittent non cadre, et la vignette qu'il y aura juste après, eh bien, c'est la même chose, sauf que c'est une paye de technicien. Alors, on s'est amusé à mettre à l'écran les deux payes. En bleu, la paye que l'on peut visualiser sur un écran d'ordinateur, la paye du logiciel de paye. Et puis à droite, eh bien, le fameux bulletin de paye clarifié qui est le document qui est remis aux salariés. Le bulletin de paye clarifié date depuis quelques années et on le sait déjà, la problématique, c'est qu'évidemment, sur un bulletin de paie clarifié, on ne peut pas vérifier si les calculs sont corrects parce qu'on n'a pas tous les détails, et notamment, on n'a pas forcément les détails des taux des cotisations patronales et ni même leurs détails. Il y a certains taux qui sont globalisés. Voilà, rien de nouveau là-dessus. Donc, pour l'artiste et pour le technicien, vous pourrez voir ça tranquillement si vous téléchargez le support. Nous continuons avec, là aussi, comme chaque année, la mise à jour de tous ces paramètres dont on vient de parler sur le site internet d'Audience. Vous avez le lien sur la gauche. Chaque année, les paramètres, plafonds, taux sont mis à jour sur ce document. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est des cotisations audience, retraite, prévoyance, le cas échéant, et congé spectacle, vous savez que vous avez toutes ces informations détaillées sur vos espaces personnels. Alors les taux maintenant, deuxième partie, parlons des taux pour chaque organisme social. En ce qui concerne l'URSSAF et France Travail, c'est-à-dire l'assurance chômage, il n'y a pas de changement. Alors pour l'URSSAF, il n'y a pas de changement parce qu'il n'y a pas eu de loi de financement de la Sécu, donc évidemment, on est sur un statu quo. Pour ce qui est de France Travail, au 1er janvier, pas de changement de taux. Dans tous les cas, sur les premiers mois de l'année, en cours d'année, il est possible qu'il y ait un changement de taux, notamment pour la cotisation liée à la garantie des salaires. En ce qui concerne Audience, eh bien, pas de changement de taux, que ce soit pour les cotisations de retraite complémentaire, les taux sont identiques à ceux de 2024. Pour ce qui est de la prévoyance, alors, pour le régime des intermittents, les taux sont identiques à 2024, et pour le régime de prévoyance des salariés permanents que vous auriez dans vos entreprises, eh bien, on rappelle que les règles sont fixées par les contrats qui ont été souscrits avec les organismes assureurs. Donc, s'il y a eu des changements de taux ou d'assiette, vous l'avez su via l'information qui vous a été transmise par votre organisme assureur, que ce soit Audience ou un autre organisme. Et en ce qui concerne les congés spectacles, eh bien, le conseil d'administration a maintenu le taux de 15,50 sur l'année 2025. Donc, pas de changement sur ces sujets-là. En ce qui concerne Tali Santé, vous savez, la petite cotisation qui est due pour financer le suivi de la santé au travail des intermittents et des pigistes notamment, les taux sont maintenus, a priori, sur l'année 2025, sont maintenus à l'identique de 2024. Il en est de même
pour la cotisation spécifique de l'AFDAS pour les intermittents du spectacle. Voilà sur les principales cotisations. On retient qu'il n'y a pas, a priori, pas de changement. Quelques mots maintenant sur le SMIC et sur l'incidence du SMIC sur, vous savez, les mécanismes de réduction des cotisations patronales de cotisations. Alors le SMIC, il est à 11,88 € brut de l'heure et il n'a pas changé au 1er janvier. Pourquoi? Parce qu'il a été réévalué au 1er novembre dernier. La réévaluation du SMIC a en quelque sorte anticipé les changements de 2025. Donc, le SMIC est à 11,88 € brut de l'heure depuis le 1er novembre. Pas de changement au 1er janvier. Et donc, ce SMIC, eh bien, cette valeur a une importance pour un certain nombre de choses. Premier point, bien sûr, l'impact du SMIC est directement lié au respect du salaire minimum légal. Vous savez qu'on ne peut pas rémunérer un salarié en dessous du SMIC, c'est le minimum absolu, bien sûr. Et puis, le SMIC a aussi un impact pour le calcul de certaines réductions de cotisations patronales, je vous le disais à l'instant. Tout d'abord, la réduction générale des cotisations patronales, son petit nom c'est réduction Fillon, vous le savez, le calcul de cette réduction se fait entre la valeur du SMIC et 1,6 SMIC. C'est une réduction progressive qui s'annule dès lors que le salaire atteint 1,6 SMIC. Donc là, on a à l'écran la valeur de 1,6 SMIC pour 2025. Et puis, il y a encore deux autres mécanismes qui concernent la cotisation assurance maladie d'une part et la cotisation allocation familiale d'autre part. Ces cotisations sont en quelque sorte en deux étapes. On a une cotisation de base qui est due pour tous les salariés et un complément de cotisation qui est dû pour les salaires qui excèdent 2,5 SMIC pour ce qui est du complément assurance maladie et une cotisation qui est due pour les salaires qui excèdent 3,5 SMIC pour la cotisation complément allocation familiale. La particularité sur ces deux sujets, c'est que depuis l'an dernier, le SMIC à prendre en compte pour déterminer ces 2,5 ou 3,5, c'est le SMIC au 31 décembre 2023. C'est un texte qui est paru l'an dernier, il n'y a pas de nouveauté, c'était déjà en vigueur sur l'année 2024. Normalement, ces questions techniques-là sont résolues par le paramétrage interne à votre logiciel de paye. J'allais dire, normalement, vous n'avez pas à vous en occuper, c'est intégré, encore une fois, dans votre logiciel de paye. Voilà sur les taux de cotisation. Quelques mots maintenant sur les taux, justement, des cotisations conventionnelles. Vous allez voir, c'est assez simple, on n'a pas beaucoup de changements. En fait, il y a un changement, on va le voir dans deux vignettes. Alors, tout d'abord, vous avez à l'écran, par convention collective, les conventions collectives sont indiquées dans le cercle rouge, et puis on a au-dessus le petit numéro de l'IDCC, identification de la convention collective, vous savez, c'est le numéro de la convention collective, et vous avez donc la cotisation par convention collective. Je vous laisse regarder eh bien, là où les cotisations qui vous concernent selon votre secteur d'activité. Il n'y a pas de changement, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de changement par rapport à 2024. Je me suis permis de rappeler que pour ce qui est des entreprises de production audiovisuelle, la cotisation dite APAV est passée en DSN depuis juillet dernier. Pour ce qui est des autres cotisations, elles se déclarent via le site internet AGPro, dont vous avez l'adresse à l'écran. La petite nouveauté concerne le spectacle vivant. Le spectacle vivant, on rappelle qu'il y a deux conventions collectives qui existent. D'une part, la convention collective 3090 qui vise les entreprises du secteur privé du spectacle vivant, et de l'autre côté, la convention collective 1285 qui vise les entreprises artistiques et culturelles. La nouveauté concerne la cotisation du casque, qui concerne la branche SVP, qui, à compter des salaires de janvier 2025, passe en DSN.
donc à compter de la DSN que vous allez transmettre début février pour les salaires, évidemment du mois de janvier. Nous avons fait une webconférence dédiée sur ce sujet. Vous retrouvez cette webconférence, encore une fois, sur le site YouTube, sur la chaîne YouTube d'Audience. C'est la raison pour laquelle on ne va pas développer. Je pense que Pascal a eu un petit souci technique, puisque sa caméra vient de se couper, et je pense qu'il ne va pas tarder à nous rejoindre. Je pense qu'il y a juste une petite coupure. Voilà, je pense que Pascal est en train de revenir. Ça y est. J'ai un écran qui tourne, donc je pense qu'il va nous rejoindre. On vous demande de patienter quelques instants. Est-ce que tu m'entends là? Ah voilà, Pascal est de retour. Moi, je te vois, bon Pascal. C'est bon, je pense qu'on a eu un petit souci technique. Je pense oui, ça a sauté. OK. Je repartage mon écran. OK. Et on repart. Je pense que ça va arriver. Ça a pris un peu de temps. Moi, ça mouline, mais ça vient. Je pense qu'il lui faut un petit peu plus de temps ce matin, probablement. Mais voilà, là, on voit l'écran. C'est OK. Bon, super. Et donc, je reprends. En ce qui concerne les cotisations conventionnelles de la branche des entreprises artistiques et culturelles, pas de changement par rapport à la fin de l'année 2024. La cotisation du FNAS continue à être déclarée via le site AGPro et la cotisation du Fonds commun d'aide au paritarisme est passée en DSN depuis les payes d'avril 2024. Voilà sur le petit zoom sur les contributions conventionnelles. Quelques mots maintenant sur un changement qui a pris effet à compter des payes du mois de janvier 2025. Ce changement vise le régime des frais de soins de santé de la branche spectacle vivant privé. Est-ce que Philippe, je peux te laisser reprendre la parole? Bien sûr, merci. Oui, donc on voulait profiter de cette webconférence pour vous parler en fait de cette particularité qui concerne effectivement donc le régime santé de la branche du spectacle vivant privé qui a l'IDCC donc 3090. Il y a eu une évolution. Donc on va vous expliquer donc le contexte et puis comment ça se traduit. Alors le contexte déjà, pourquoi une évolution? Il faut savoir que jusqu'à fin 2024, il y avait trois régimes santé pour une seule et même branche. Des régimes avec une structure de cotisation, des cotisations, des contenus qui étaient assez hétérogènes. Donc l'idée a été de fusionner ça et d'harmoniser en fait l'ensemble des régimes. Et du coup, il y a une fusion des régimes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour certaines cotisations, il n'y avait pas eu d'évolution depuis 2025. Donc ça faisait 9 ans, 10 ans quasiment que ça n'avait pas évolué. Et il y avait aussi une augmentation aussi des dépenses de santé. La branche a souhaité aussi pérenniser, ce qu'on appelle pérenniser ce système et faire en sorte qu'il puisse perdurer dans des conditions économiques acceptables. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul régime santé pour une seule et même branche. C'est plus simple dans un sens. On va dans le sens de la simplification. Et ce qui se passe, c'est que ce nouveau régime donc santé s'appelle SVP Santé Audience. Il y a désormais 3 niveaux et donc avec une équivalence par rapport au niveau des précédents régimes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous qui êtes déjà en contrat? Il y a 2 cas de figure, hein. Soit vous étiez déjà assuré chez nous. Alors, il y a une bascule des contrats, donc une bascule sur le niveau équivalent. Hein, vous avez ici un tableau qui reprend en fait l'équivalence du nouveau niveau par rapport à l'ancien niveau. L'idée étant que vous ne perdez pas en termes de garantie. Il y a même une amélioration des garanties sur certains postes, hein, notamment en optique et en orthodontie. Et l'idée étant que la bascule a été faite pour que vous conserviez un niveau à minima équivalent, voire supérieur à celui que vous aviez. Ça s'est fait de manière automatique et vous avez dû recevoir des courriers d'information ainsi que des mails. Il y a une campagne d'information qui a été faite en fin d'année. Donc, vous voyez aussi l'équivalence, sans rentrer dans les détails, mais le nouveau niveau équivalent pouvait correspondre à un niveau différent en termes d'appellation sur l'ancien régime. Vous avez également ici donc les tarifs qui s'affichent
Et c'est aussi une nouveauté, ce sont des tarifs qui sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. C'est plus simple, c'est harmonisé. L'objectif est aussi de suivre l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, un nouveau régime, plus qu'une une seule solution, quelle que soit l'annexe aussi dont vous dépendez, puisque ça reste, hein, ça ne bouge pas, la convention collective reste telle qu'elle, c'est le régime qui change, il n'y en a plus qu'un seul. Donc avec un taux de cotisation qui est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, une équivalence si vous étiez déjà assuré chez nous sur l'ancien niveau, une amélioration des garanties. Et si vous n'êtes pas encore assuré chez nous, bah écoutez, on vous invite à nous contacter. Vous aurez automatiquement le nouveau niveau adapté à la convention collective. Alors, ce dernier point, c'est important, là, ce que tu soulèves, parce que, imaginons qu'il y ait une entreprise qui ait souscrit un contrat auprès d'un autre organisme assureur, eh bien, il faut qu'elle s'assure, cette entreprise, que son organisme assureur ait bien intégré les changements, les changements conventionnels de niveau de garantie, de manière à ce que le contrat soit conforme à ce que prévoit la branche, non? Tout à fait, tu as entièrement raison, Pascal, de le souligner, puisque c'est un choix de la branche, hein, c'est pas un choix d'audience, c'est un choix de la branche. Donc, ce sont les partenaires sociaux qui ont pris cette décision. Donc, effectivement, le régime santé de la convention collective, il a changé, il a évolué, indépendamment d'audience. Nous, audience, on a effectivement l'offre qui est adéquate et qui a été travaillée avec les partenaires sociaux. Donc, elle est évidemment en conformité avec la convention collective, mais tu as raison. Il faut aussi s'assurer que, si vous n'êtes pas assuré chez nous, que votre régime santé est à minima conforme à ce nouvel accord. Ok, parfait. Merci pour ces précisions. On termine notre petit tour d'horizon. Alors, encore une fois, un tour d'horizon partiel, hein, étant donné qu'on va évidemment à l'essentiel. Quelques mots sur les frais professionnels. En préambule, on rappelle que les frais professionnels sont les frais qui sont engagés par le salarié au regard de ses obligations professionnelles. Un salarié peut être amené à se déplacer, à passer une nuit d'hôtel parce qu'il est parti dans une autre ville, ce genre de choses. Bien. Les frais professionnels, l'entreprise a deux options hein, pour les prendre en charge. Ce n'est pas au salarié hein, de supporter les frais professionnels. Première solution, remboursement au réel. Bon, c'est très simple. Le salarié qui a dû être en déplacement eh bien, transmet à son employeur les justificatifs, hein, les factures d'une nuit d'hôtel, d'un restaurant, d'un billet de train. Remboursement au réel. Comptablement, c'est la facture qui permet à l'entreprise de justifier ce remboursement. Autre option, l'entreprise peut décider de verser des allocations forfaitaires. Alors, les allocations forfaitaires, ça ne vaut que pour les repas et ce qu'on appelle les nuitées, c'est-à-dire les nuits d'hôtel. Évidemment, il ne peut pas y avoir d'allocation forfaitaire pour les déplacements, étant donné que les prix sont variables, évidemment. Bon. Le montant des allocations forfaitaires est réévalué chaque année, et donc pour l'année 2025, les valeurs que vous trouvez sur le site de l'URSSAF sans problème, hein, les valeurs sont les suivantes. Ce sont donc des forfaits et qui ne nécessitent pas de la part du salarié d'apporter un quelconque justificatif. Toujours dans les frais professionnels, alors c'est assez récurrent, mais on rappelle que l'employeur, sous réserve d'avoir l'accord de salariés, peut appliquer un abattement pour frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales, enfin pour le calcul de certaines cotisations sociales sur le bulletin de salaire. Ce dispositif est en train de disparaître par le biais de la réduction du taux d'abattement. Et donc, en 2025, le taux a diminué. Comme vous le voyez à l'écran, ce mécanisme hein, ne concerne évidemment que certaines professions, dont chez nous, principalement les artistes du spectacle. On a une webconférence dédiée sur ce sujet. Vous pouvez là aussi la retrouver sur la chaîne YouTube d'Audience. Et puis, on termine
en fait, avec une information. Vous savez qu'il existe depuis, je ne sais plus, 2-3 ans, peut-être même plus, le bulletin officiel de la sécurité sociale, le BOSS, que vous trouvez en ligne. Le bulletin officiel de la sécurité sociale a pour but d'être un document qui centralise toutes les informations réglementaires et techniques liées au calcul des cotisations, principalement de sécurité sociale. Et donc, en ce qui concerne, par exemple, toutes les questions de prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail, que ce soit l'obligation qu'a l'employeur de rembourser l'abonnement de frais de transport souscrit par le salarié, ou encore en ce qui concerne les règles qui concernent la prime transport ou le forfait mobilité durable, eh bien, je vous renvoie sur les pages dédiées du bulletin officiel de la sécurité sociale sur ce sujet, sujets qui sont parfois, notamment sur la prime transport et le forfait mobilité durable, sujets qui sont assez pointus, pour savoir dans quelle mesure il est possible de verser ces primes ou non. Eh bien, je vous renvoie sur la page du BOSS. N'hésitez pas, hein, quand vous avez des questions précises, à aller sur ces sites officiels. Voilà, le petit tour d'horizon que l'on pouvait avoir. Le support sera, je pense, dès demain sur le site internet d'Audience et le replay aussi dès demain sur la chaîne YouTube. Nous en avons terminé de notre petite demi-heure. Nous allons basculer maintenant sur le chat. Oui, Pascal, j'ai mis déjà 3 questions qui sont un peu sur les mêmes thèmes, sur les plafonds des questions en favoris. Questions de Béatrice, Stéphanie et Anita. Alors, Béatrice, bonjour. Pourriez-vous nous rappeler également le plafond URSSAF pour une paye d'un intermittent technicien? Alors, les intermittents techniciens n'ont aucune particularité. En ce qui concerne les cotisations URSSAF, les cotisations dues au titre de la sécurité sociale, le calcul du plafond se fait selon les règles de droit commun. Donc, il y a, si la personne n'est pas embauchée sur un mois complet, il y a une proratisation du plafond selon les règles de droit commun. Stéphanie, pour les plafonds, la tranche 1 pour les intermittents est par employeur. Réponse, oui. Bonne question. On pourrait imaginer que comme les intermittents ont de multiples employeurs, on pourrait imaginer une sorte de péréquation, mais non. Il n'y a pas de péréquation pour les intermittents du spectacle pour la détermination de leur plafond. C'est par employeur, j'allais dire par logiciel de paie. Ouais. Anita nous dit pour le calcul des plafonds, c'est à partir de la durée du contrat ou jour travaillé. Excellente question. Le plafond, c'est en fonction de la durée du contrat. C'est-à-dire que j'ai un contrat du 1 au 10, avec 3 jours travaillés, le 1, le 5 et le 10, il y a bien 10 jours et non pas 3. Belinda, comment savoir quel est le régime de mutuelle qu'une société a souscrit au regard de la convention collective du spectacle vivant privé? Peut-on télécharger le contrat prévoyance souscrit sur le compte audience en ligne? Alors, comment savoir quel est le régime de mutuelle souscrit par la société? Ben ça, il n'y a que la société qui peut le savoir. Hein. Personne d'autre. Et peut-on télécharger le contrat? Le contrat, normalement, il a été envoyé à l'entreprise au moment où elle a souscrit le contrat. Ouais. Voilà. Nadia, le cachet d'un artiste, c'est bien 216 € brut? Alors ça, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Je pense peut-être, Nadia, que vous voulez parler des minima de salaire. Les minima de salaire sont fixés, par les conventions collectives, par fonction. Il peut même y avoir des particularités. Je pense par exemple à la convention collective spectacle vivant privé, où il peut y avoir des minima différents selon la taille de la salle. Bon, bref, le cachet minimum d'un artiste est fixé par la convention collective. C'est la règle pour tous les salariés. Je me permets, hein, tu sais Philippe, on en avait parlé, on va avoir une de nos prochaines webconférences justement sur la question de savoir où je trouve les minima de salaire. Hein. Je pense que ça sera notre prochaine webconférence, a priori, au mois de février. Effectivement. Virginie, concernant le régime santé SVP, le taux de 1,74 pour un salarié seul, niveau 2, est-ce que le taux est intégré en paye?
oui, le taux est intégré dans le logiciel de paye. Pourquoi? Parce que les cotisations de prévoyance sont déclarées en DSN. Du coup, il est nécessaire qu'il y ait un paramétrage de la cotisation prévoyance en paye. Oui, absolument. Gilles, pour les intermittents, quel est le plafond journalier pour France Travail? Alors, il n'y a pas de plafond journalier pour France Travail. Pour les cotisations d'assurance chômage, hein, on est d'accord, Gilles, on parle des cotisations d'assurance chômage. Pour les cotisations d'assurance chômage, le plafond applicable, parce que les cotisations sont plafonnées, c'est, pour déterminer le plafond applicable, on utilise le plafond qu'on a utilisé pour les cotisations URSSAF et on multiplie par 4. Pourquoi on multiplie par 4? Parce que les cotisations d'assurance chômage sont plafonnées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Donc la question, c'est finalement, quel est le plafond que l'on utilise? Réponse, on va chercher le plafond qu'on a utilisé pour les cotisations URSSAF et on multiplie par 4 parce que pour les cotisations d'assurance chômage, le plafond, c'est 4 fois le plafond de la sécurité. Nelly, les frais professionnels remboursés au réel, qui détermine le plafond? Alors, ça, c'est une super question. Je reprends la situation. Vous avez votre entreprise et vous avez des salariés que vous envoyez travailler à droite à gauche. Ils ont des frais professionnels. Vous prenez la décision de rembourser au réel. Vous prenez la décision de rembourser au réel et donc vous attendez de vos salariés qu'ils vous apportent évidemment les justificatifs du restaurant, de la nuit d'hôtel, billets de train, etc., etc. Une question peut se poser pour la nuit d'hôtel et le restaurant. On sait très bien qu'on peut aller manger au restaurant pour 20 €, mais aussi pour 2 000 €. On connaît des restaurants où on peut manger pour 2 000 €. On doit sans doute manger très bien. Bon, il y a la facture. Voilà. Mais la question, c'est est-ce que l'entreprise est à même de rembourser 2 000 € un repas au restaurant? Donc, la réponse à votre question, c'est vous, au sein de l'entreprise, qui déterminez les limites. Par exemple, vous pouvez dire aux salariés, bon les gars, on rembourse les frais professionnels, on les rembourse au réel, vous devez apporter vos justificatifs. On a 2 limites. Pour les repas au restaurant, eh bien, on ne remboursera pas plus de 35 €, c'est un exemple, hein, sachez-le. Et pour les nuits d'hôtel, on ne remboursera pas plus de 200 €. Voilà. Donc vous pouvez aller dans un restaurant à 2 000 €, il n'y a pas de problème, mais nous, sur la facture que vous allez nous apporter, on ne remboursera pas plus de 35. Voilà, c'est vous qui pouvez déterminer ces limites. Ce n'est pas des plafonds, du coup, c'est plutôt des limites fixées par l'entreprise. Agathe, les montants des allocations forfaitaires servent à l'employeur à facturer aux organisateurs, mais peut-on alors rembourser au réel aux salariés? C'est distinct. Je pense que vous pouvez tout à fait, quand vous vendez un spectacle, vous pouvez tout à fait fixer vous-même le montant des frais annexes au spectacle. Il n'est pas nécessaire de justifier le montant de ces frais. Voilà. Anne, 216, il me semble que c'est le plafond pour un cachet pour une journée. Alors, non, non. 216 €, c'est le plafond journalier pour l'année 2025. Hein, on a vu le petit tableau tout à l'heure. C'est le plafond journalier. Mais, et il s'utilise, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'utilise pour les cotisations de retraite complémentaires pour les intermittents cadres, d'accord, mais il ne s'utilise pas pour un cachet. Étant donné que le plafond, il faut savoir, pour savoir comment on utilise un plafond, il faut savoir de quelle cotisation on parle. Est-ce que c'est une cotisation URSSAF? Est-ce que c'est une cotisation prévoyance? Voilà. On ne peut pas faire de généralité. Gilles revient sur le calcul des cotisations assurance chômage. OK pour le facteur 4, mais pour le calcul du SR, alors SR, je ne sais pas ce que c'est, on ne prend pas le plafond URSSAF. Bon, je ne sais pas ce que c'est que SR, désolé. Mounira, je n'arrive pas bien. Nous n'avons pas de permanent dans notre structure et nous appliquons la convention collective spectacle vivant privé. Nous n'avons donc pas d'obligation de souscrire à un contrat de mutuelle entreprise. Vous avez raison. Tant que vous n'avez pas de salarié permanent, vous n'avez pas l'obligation de mettre en place un contrat
propre au régime frais de soins de santé de salariés permanents. C'est vrai. Christine, alors, artiste, il me semble que pour un cachet, soit 12 heures, le plafond est 12 fois 29. Désolé Christine, mais c'est ce qu'on a dit tout au début de la vignette. J'ai expliqué le cas particulier des artistes du spectacle qui sont embauchés pour des périodes inférieures à 5 jours. J'ai expliqué, enfin j'ai rappelé, parce que ce n'est pas nouveau, que le plafond pour les cotisations URSSAF se calculait comme vous l'indiquez, c'est-à-dire 12 multiplié par le plafond horaire multiplié par le nombre de jours. Donc c'est spécifique. Virginie, alors un salarié ayant choisi le renfort 1 en 2024, donc j'imagine que vous parlez du régime frais de soins de santé SVP. Un salarié ayant choisi le renfort 1 en 2024 se retrouve donc au niveau 2 en 2025 selon la bascule. Par contre, le montant à la charge du salarié a doublé, donc ça c'est, on regarde des explications qu'a fournies Philippe tout à l'heure. Peut-il changer de niveau? Non. Ce sont les régimes, les règles fixées par la convention collective. Il n'y a pas possible de changer de niveau. C'est des règles conventionnelles. On a fait le tour des questions favoris. Je viens d'en remettre une autre. Ouais. Gilles, voilà. Alors, Gilles nous dit, le problème c'est que… Alors, Gilles revient sur les questions de calcul du plafond pour les cotisations d'assurance chômage. Si l'on paye des cotisations France Travail sur un plafond de 4 fois le plafond URSSAF, l'indemnisation est calculée sur 4 fois le plafond et ce ne sont pas les mêmes. J'ai l'impression… Alors, soit je ne comprends pas ce que vous dites, Gilles, soit j'ai l'impression que vous faites un petit problème de calcul. C'est-à-dire que je fais un bulletin de salaire. D'accord? Je fais un bulletin de salaire. À partir du moment… Donc, les cotisations, certaines cotisations sont calculées sur le brut, bon, et certaines cotisations sont calculées sur le brut dans la limite d'un plafond. Pour ce qui est des cotisations d'assurance chômage, le plafond fixé par les règles, c'est 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Okay? Si le salaire du salarié dépasse 4 fois le plafond de la Sécu, il y a bien l'application d'un plafond. La cotisation, elle est limitée, elle est plafonnée. Si le salaire est en dessous de 4 fois le plafond, la cotisation se fait sur le salaire brut. Voilà, c'est ça la règle en paye. Et mécaniquement, l'indemnisation chômage du salarié est calculée et déterminée en fonction du niveau de ses cotisations, donc du niveau de ses salaires, dans la limite du plafond fixé. C'est ça la règle. On a fini sur les questions qui sont dans les favoris. Après, il y a quelques remarques de Nathalie et de Gilles qui apportent un complément par rapport à sa question. Ouais, je te laisse les mettre dans les favoris pour que je vois. Ok, là, je bascule là. Ah, attends, hop là, voilà. J'ai basculé la remarque de Nathalie dans les favoris. Je la lis. Nathalie nous dit, pour info, le cachet n'a pas de lien avec le plafond de la Sécu. C'est votre convention et éventuellement le Syndéac pour ce qui est du spectacle vivant subventionné, si vous y adhérez, qui vous indique le salaire brut en fonction de l'emploi. Oui, Nathalie, évidemment, Nathalie rappelle les règles de base concernant la détermination des salaires minima, tout à fait. Béatrice revient. Donc, vous confirmez que le plafond URSSAF, pour un contrat technicien, se calcule sur la durée du contrat et non sur le nombre de jours travaillés. Nous pratiquons sur le nombre de jours travaillés et le contrôle URSSAF n'a pas redressé cela. Oui. Alors, il faudrait regarder exactement ce qui a été vérifié. Que vous dire, si ce n'est qu'il est possible, en effet, que lors d'un contrôle URSSAF, eh bien, certains points ne sont pas soulevés par le contrôleur. Ça arrive, voilà. Tout à fait. Dans les favoris, il y a plusieurs remarques de Gilles concernant les plafonds journaliers pour France Travail et URSSAF. Oui, mais là, Gilles, on est sur un sujet technique. On ne peut pas donner un avis, là, vous donnez des chiffres, 508,14 €, 348 x 4. C'est des cas particuliers, je peux pas vous répondre, là, désolé, mais… Je n'ai plus de questions dans les favoris. Ok. A priori, il n'y a plus de questions sur le chat.
Ça marche. OK. Et on a répondu. Ah, il y a peut-être quelques questions. Non. Plus de questions. Je pense qu'on a fait le tour des sujets. Okay. Ça marche. Bon, on a respecté le timing. Merci beaucoup, Philippe, pour ton accompagnement nécessaire. Merci à toutes et à tous. Merci à tous et puis bonne journée. Excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir.